Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Les trois candidats retenus pour la présidentielle d'avril prochain et leurs colistiers ont effectué ce jeudi une visite médicale. Vous suivrez dans cette édition les propos du chef de l'État, Patrice Talon, à la fin de la visite. À suivre, les états généraux de la commune d'Abomey-Calavi n'auront plus lieu ce week-end. Les raisons de ce report avec le maire Angelo Arandini dans un instant. Et puis en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé ce jeudi la dissolution du Parlement. Il a appelé à des élections législatives anticipées. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre de l'organisation et la tenue de la présidentielle du 11 avril, les candidats et leurs colistiers ont effectué la visite médicale ce jeudi 18 février à la Cour constitutionnelle. Une dizaine de minutes auraient suffi à chaque candidat pour se conformer aux prescriptions médicales. À la fin, le chef de l'État, Patrice Talon, candidat dans la course à sa propre succession, s'est confié à la presse en ces thèmes. De soumettre à ces examens qui doivent conclure à notre attitude à la fonction. En tout cas, nous avons subi les examens qui nous ont imposés. Je vais bien, sauf ce qui sera découvert et qui compromettrait mes ambitions à servir davantage. Si vous m'invitez à une fête, je viendrai et puis on ferait un concours de salsa ou bien de rock ou quoi, ou de bebop, dites-moi. Le 11 avril, au soir Bon, soit sûrement le 12, non? Si on gagne au premier tour. Donc vous me devez une fête alors. Les autres candidats à la présidentielle se sont aussi exprimés. Ils se sont prononcés sur la procédure de la visite médicale. Suivant Irénée Agossa et Alassane Djemba. Le prélèvement, et la prise de la tension, et je crois que c'est l'essentiel maintenant. Donc il y a le prélèvement de sang, donc nous poursuivons le reste dans les autres centres dédiés à ça. Le prélèvement sanguin, c'est-à-dire on a donné du sang et on devait donner les urines, mais ils ont vu qu'une fois qu'on a donné du sang, c'était déjà assez suffisant. La suite, nous devons aller au CNHU, tout de suite même. J'espère que là aussi, le même travail se fera. Et dans l'après-midi maintenant, nous serons à CESO. Vous savez, là-bas, c'est la radio. Et dans l'après-midi, nous revenons ici pour les examens complémentaires avec le psychiatre et l'interniste. Sinon, ça va, tout se passe très très bien. Nous-mêmes, nous nous sentons en bonne santé et nous tenons bon. Autre information dans cette édition, soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi en sciences du langage et de la communication. Euphrème Royakwe a présenté les travaux de ses recherches sur le thème « Les emprunts lexicaux en Fongbe, typologie et processus d'intégration ». C'était en présence d'un jury international et des membres de sa famille. Suivez le compte rendu de Carole Olaye et Denis Marot et Pedro. Digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences du langage et de la communication dans la spécialité description linguistique avec la mention très honorable. Euphrème Royakwe fait ainsi sa brillante entrée dans le cercle des docteurs en description linguistique de l'université d'Abomey-Calavi. Environ 4 heures durant, le journaliste en langue nationale Fon aura essayé de convaincre les membres du jury sur la qualité de son travail qui a eu pour thème les emprunts locaux en Fongbe, typologie et processus d'intégration. Une thématique qui lui aura permis de chercher à comprendre les origines des emprunts et les différents phénomènes qui facilitent leur intégration dans la langue Fongbe. Il faut dire que plusieurs raisons motivent le retour à l'emprunt. Il peut s'agir par exemple des questions liées à la guerre, les questions de la colonisation, les questions de commerce, les questions de voyage, etc., etc. Parce que c'est un phénomène de contact de langue. Lorsque deux langues arrivent à se retrouver dans un même environnement, les locuteurs de ces deux parlers-là, sans le savoir,
commence déjà par mettre en place des conditions favorables pour l'interférence linguistique. Et à partir de l'interférence linguistique, il y a le phénomène des emprunts. On emprunte des mots comme agbada, qui est un mot d'origine yoruba, mais qui est utilisé aujourd'hui en fond. Vous avez fa, qui est utilisé en fond, mais en réalité, c'est ifa qui vient du Nigeria. Un travail apprécié par les membres du jury qui n'ont pas manqué de faire des remarques au cours de cette soutenance de thèse. Du lexique fongbe, c'est par rapport à ces contacts-là. Le chercheur a essayé de nous retracer tout ça et nous comprendrons davantage la richesse du vocabulaire du fongbe. Et il a essayé de répondre à nos questions. Ce qu'il n'a pas pu faire, nous lui avons dit. Voilà. Et aujourd'hui, nous comprenons pourquoi nous avons ces emprunts. C'est parce que nous n'avons pas ces réalités chez nous. C'est des termes qui sont venus de l'étranger. Voilà. Des observations dont l'impétrant devra tenir compte pour parfaire la qualité du travail présenté. Dans la commune d'Abomey-Calavi devrait ouvrir les états généraux ce week-end. Malheureusement, ces assises ne pourront plus se tenir à la date fixée pour évoquer les raisons de ce report de dernière minute et présenter ses excuses à ses mandants. Le maire Évariste Arwandinou a fait un point de presse. La substance de cette adresse du maire au micro de Frédéric Espoir Mambou et Romaric Devouchi. Depuis le 17 octobre 2020, vous avez répondu à l'appel de la commune d'Abomey-Calavi par rapport à l'organisation des États généraux. Depuis que vous étiez informé ce 17 octobre 2020, votre engagement et détermination ont été totales. Tout de suite, vous vous êtes inscrit dans les différents ateliers thématiques pouvant conduire à l'organisation proprement dite des 10 États généraux. C'est le lieu pour nous, autorités communales, de vous dire un sincère merci pour votre détermination et votre engagement. Les chefs quartiers ont également pris une grande part dans cette activité. Les forats ont été organisés au niveau de tous les quartiers et villages de la commune d'Abomey-Calavi. Les décisions issues de ces différents forats, centralisées au niveau des arrondissements, sont parvenues également à la mairie. Nous avons noté un engouement et une détermination au niveau de tous nos élus locaux parce que vous avez un goût pour le développement participatif. Les États généraux ont été effectivement lancés pour se tenir les 19 et 20 février 2021. Mais vous constatez avec nous que les dernières sorties du ministre de la Santé ont révélé la recrudescence de la pandémie de la COVID-19. Étant soucieux donc de la santé de notre population, nous avons purement et simplement pris la décision de repousser un peu l'organisation de ces États généraux, ce qui fait que, autorité communale que nous sommes, nous avons décidé de sortir et de nous adresser officiellement à notre chère population pour présenter nos excuses à tous ces acteurs de développement qui ont consacré leur temps pour les préparatifs des 10 États généraux. Nous présentons nos excuses pour tous ces cadres qui ont déjà pris des dispositions pour participer activement à ces États généraux. Et nous saisissons l'occasion
pour demander à toute la population de respecter les mesures barrières afin que nous puissions pousser très loin cette pandémie qui a trop duré. Et puis en sport, cérémonie d'installation du Comité national d'organisation de la 50e édition des championnats du monde de pétanque. C'était ce jeudi au ministère des Sports en présence du président de la Confédération africaine de sport boule et du ministre des Sports Oswald Omeki. Frédéric Espoir Mambo pour le point. Le Bénin entend bien organiser le prochain championnat du monde de pétanque prévu pour la fin de l'année 2022. Et puisque qui veut aller loin ménage sa monture, les responsables en charge du sport viennent de franchir une étape importante dans l'organisation de cette compétition. La mise en place et l'installation des membres du Comité national d'organisation de la Coupe du monde de pétanque constituent des actes majeurs. Elle marque une étape décisive dans le processus de la préparation et de la parfaite organisation par notre pays de cette compétition mondiale. La présente cérémonie donne la preuve que le Bénin honore ses engagements et se conforme aux exigences du cahier de charges relatif à l'organisation de la Coupe du monde de pétanque. Ce fut l'occasion pour le président de la Confédération africaine des sports boules de réitérer le soutien de son institution au comité ainsi mis en place. Pendant ce temps, le vice-président de la Fédération béninoise de pétanque appelle à se serrer les coudes pour une bonne organisation. Les nombreux défis à relever pour un aboutissement heureux de ce grand projet nous condamnent à faire une conjugaison intelligente de nos efforts. Dans ce contexte, c'est pour nous, Fédération béninoise de pétanque, une impérieuse nécessité de compter sur l'expertise du président de la KSB et du ministre en charge des sports. C'est pourquoi il est nécessaire d'aplanir les obstacles entravant la franche collaboration avec la structure fêtière et de contribuer à l'essor de notre sport commun dans le strict respect de la hiérarchie. Pour sa part, le ministre Oswald Omeki, au nom du gouvernement, s'est engagé à tout mettre en œuvre pour une réussite de l'événement. Je voudrais vous renouveler ici l'engagement du président de la République et de tout le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que cet événement, qui est un événement sportif, soit également pour notre pays un moment de rayonnement et pour les délégations qui viendront dans notre pays, un moment de partage, d'épanouissement, de fierté. Le Bénin se positionne aujourd'hui comme la meilleure destination et ambitionne de l'être et de le rester pendant plusieurs décennies. Et donc, tout ce que nous allons faire dans le cadre des préparatifs de cette compétition, pendant le déroulement de la compétition, et même après le départ des délégations, devra se faire en gardant à l'esprit que les différentes délégations doivent se sentir ici comme à la maison. Le Bénin, très attendu pour ses exploits dans le domaine, se doit d'avoir une équipe compétitive qui puisse marquer ce mondial de pétanque. Sur le continent, en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé ce jeudi la dissolution du Parlement. Il a appelé à des élections législatives anticipées. Le président a également annoncé la libération de plusieurs dizaines de militants de l'Irak, un mouvement de contestation annoncé il y a bientôt 2 ans. Son discours à la nation était très attendu. De retour d'Allemagne il y a plusieurs jours, après avoir été soigné pour des complications post-Covid pendant plusieurs semaines, Abdelmadjid Tebboune multiplie les annonces pour calmer la fronde politique et sociale qui couve dans le pays. J'ai décidé d'un remaniement ministériel dans les 48 heures. Je l'annoncerai demain ou après-demain et il inclura tous les secteurs et les citoyens ainsi que nous estimons qu'il y a un manque de performance.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale populaire pour appeler à des élections qui soient affranchies de l'argent, qu'ils viennent de la corruption ou non, et d'ouvrir les portes à la jeunesse. Des annonces qui interviennent après des consultations menées avec 6 formations politiques le week-end dernier. Autre geste d'apaisement, la grâce présidentielle accordée à une 50aine de militants du Irak, dont une 30aine condamnés en début de semaine, à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison ferme. J'ai décidé d'accorder la grâce présidentielle à une 30aine de personnes environ, pour lesquelles une décision avait été rendue et d'autres pour lesquelles aucun verdict n'avait été rendu. Entre 55 et 60 personnes rejoindront à partir de ce soir ou demain leur famille. Cette mesure survient à quelques jours du 2e anniversaire du Irak, ce mouvement de protestation populaire déclenché en février 2019 et qui a forcé Abdelaziz Bouteflika à la démission 2 mois plus tard. À l'arrêt depuis mars 2020 en raison de la pandémie, les mobilisations se sont multipliées ces derniers jours, comme le 16 février à Kerata, berceau du mouvement. Enfin, dernière annonce du président algérien, la production du vaccin russe Sputnik V contre le Covid-19 d'ici 6 mois, avec pour objectif de faire vacciner 20 millions d'Algériens, soit la moitié de la population du pays, d'ici la fin de l'année. Le nouveau gouvernement de Mario Draghi semble faire l'unanimité en Italie, mais cette attente affichée pourrait être mise à mal face aux nombreux défis qui attendent la péninsule. Sans l'Italie, il n'y a pas d'Europe. Voilà les mots de Mario Draghi lors de son discours au Parlement ce mercredi. Sans surprise, l'ex-président de la Banque centrale européenne se tourne vers Bruxelles et appelle à une plus grande solidarité entre pays membres pour sortir de la crise économique et sanitaire. Soutenir ce gouvernement signifie partager l'irréversibilité du choix de l'euro, signifie partager la perspective d'une Union européenne plus intégrée, qui aboutira à un budget public commun, capable de soutenir les États membres durant les périodes de récession. Problème d'approvisionnement pour les vaccins, fermeture unilatérale des frontières, l'Europe n'a pas été un exemple de solidarité face à la pandémie. Source d'espoir pour Rome, le plan de relance européen, adopté par l'UE le 21 juillet dernier, dont l'Italie sera le principal bénéficiaire. Une aide précieuse pour un pays jadis très europhile, qui a peu à peu perdu son engouement européen. Membre fondateur de la CECA, signataire du traité de Rome constituant la communauté économique européenne de 1957, l'Italie est historiquement très liée à l'Union européenne. Ce gouvernement est né dans le sillage de l'adhésion de notre pays à l'Union européenne, en tant que membre fondateur et en tant que protagoniste de l'Alliance atlantique, dans le sillage des grandes démocraties occidentales, en défense de leurs principes et valeurs inaliénables. Mais en 2001, l'arrivée de Silvio Berlusconi au pouvoir change la donne. L'influence italienne au sein de l'UE se dégrade et l'instabilité chronique de ses gouvernements mine sa crédibilité à l'international. Souvent mise à l'écart lors des négociations, l'Italie et ses habitants glissent peu à peu vers l'euroscepticisme. En témoigne la création en juillet 2020 du parti Italexit prônant une sortie de l'UE. Tandis que le pays traverse sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, cette crise pourrait menacer directement les autres pays membres. Le défi aujourd'hui pour Mario Draghi, fédérer les puissances européennes. Si Rome échoue, les populistes seront bien au rendez-vous pour s'assurer que le projet européen ne soit plus que de l'histoire ancienne. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.